Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de présentation du jeu Bazinga. Je vais d'abord vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé pour le premier épisode. J'ai beaucoup apprécié les remarques et puis les commentaires sur ce que j'ai pu faire la première fois. Je vais essayer d'en tenir compte pour pouvoir vous convenir au mieux. Voilà. Aujourd'hui, nous allons changer un petit peu de contexte puisque c'est un jeu qui va plaire à tous ceux qui ont subi le latin et le grec au lycée sur un sujet pas forcément très connu qui est la mythologie grecque et romaine et surtout sur le côté combattant puisqu'il s'agit de Mythic Battles qui est un jeu relativement récent. C'est un jeu pour deux personnes, deux joueurs, éventuellement quatre, puisqu'il y a des règles de campagne qui permettent de jouer à 4 et qui à partir de 14 ans et qui est donné pour 45 minutes mais c'est un jeu qui va mettre plus de temps à être joué au départ parce que c'est un jeu où il y a une courbe d'apprentissage comme tous les jeux où il y a beaucoup de pouvoir. Vous pourrez remarquer en voyant la boîte qu'elle est très librement inspirée de 300. Visuellement, vous les mettez côte à côte avec l'affiche, vous verrez l'inspiration très très nette. Donc voilà, ça donne aussi un petit peu le ton du système de combat qu'on va pouvoir découvrir dans le jeu. Je vais le faire d'ici quelques minutes. Le jeu est un jeu d'escarmouche entre unités, avec deux factions principales qui sont les enfers, Hadès, ou les Grecs d'Athéna, qui ont chacun évidemment des unités et des pouvoirs spécifiques. Le jeu se joue sur une carte quadrillée avec des terrains différents, des unités, et puis le combat va se dérouler avec un système que je vais détailler tout à l'heure. Il suffit ensuite de préparer les armées à l'avance en sélectionnant les unités et ensuite de les faire s'affronter, sachant que le but du jeu est de réduire l'armée adverse à 3 unités, ou moins évidemment, et le premier qui réussit à faire ça est le vainqueur. Le jeu, en plus des unités sur la carte, utilise un deck de cartes qui permet de les activer. Donc en fait, on ne peut activer une unité que si on a sa carte de manœuvre correspondante en main, donc ce qui limite un petit peu la façon de pouvoir jouer. On ne peut pas uniquement activer la même unité tout le temps. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure pour la présentation, après la présentation du jeu et des règles et du matériel, pour vous donner mon avis sur le jeu. Tout à l'heure. Alors je vais brièvement vous faire la présentation du matériel. Pour commencer, ici nous avons différents petits pions numérotés qui permettent de noter, de distribuer les points de pouvoir, qui sont des points qu'on peut gagner d'une certaine façon dans le jeu, et qui sont dépensés pour activer les pouvoirs des unités. Nous avons le livre de règles ainsi que le manuel de campagne. L'intérêt du jeu est qu'il y a une série de scénarios, de 9 scénarios, qui propose un apprentissage progressif des règles. Donc l'avantage c'est que on commence dans les premiers scénarios à n'utiliser que des règles de base, le mouvement grosso modo, et puis ensuite on les ajoute une par une au cours de la campagne, ce qui permet de faire un apprentissage en douceur, et ça c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Ici on a les différents dés. Comme vous pouvez le voir, ce sont des dés spéciaux. Ils sont notés de 0 à 5. On va voir tout à l'heure quel est leur usage. Et enfin, on a 6 plateaux en carton, en couleur et double face. Voilà, hop, quadrillés, qui sont les plateaux de jeu. On en choisit 4, soit suivant le scénario, soit suivant son goût, pour former le plateau de jeu. Ils sont donc quadrillés et vous pouvez voir, si je m'approche, que certaines cases ont une petite icône qui indique la nature exacte du terrain
qui se trouvent dans cette case. L'avantage, c'est que ça permet de noter sans ambiguïté le type de terrain et donc les règles qui s'y appliquent, puisqu'on retrouve l'icône dans le livre de règles. Voilà. Donc ensuite, je vais vous présenter les pions et les cartes qui sont le cœur du système de jeu. Alors voici les cartes qui représentent les unités et qui sont les cœurs du système. Alors on va s'approcher un petit peu. Voilà une unité qui est constituée, comme toutes les unités, de trois types de choses. Alors vous avez ici des cartes dites de manœuvre. Ici, une carte qui reprend toutes les caractéristiques de l'unité. Et enfin, le pion qui va représenter l'unité sur les plateaux de jeu quadrillés. Alors, si on parle un petit peu du détail de la carte, je vais essayer de m'approcher. Donc voilà, ici vous avez le coup, le petit 1 de la carte, qui est le coup en point de commandement. Quand on joue le jeu avec toutes les règles, chaque personne, chaque joueur a 100 points et il achète des unités qui lui permettent de constituer son armée suivant le coût qui se trouve ici. Il y a quelques autres règles de restriction sur la quantité d'unités, des choses comme ça, qui permettent de limiter la construction, mais le cœur du système, voilà, c'est un système d'armée à points. Alors ici, vous avez la résistance, les points de vie entre guillemets, de l'unité. Ici, vous avez sa capacité de mouvement, le chiffre central est la capacité de mouvement avec combat, et l'autre est la capacité de mouvement sans combat. Le combat ayant lieu après le mouvement. Ici, vous avez dans le glaive le corps à corps, capacité de combat au corps à corps. Le petit plus indique qu'on peut dépenser des points de pouvoir, les points bleus qu'on a vus tout à l'heure, pour l'augmenter, éventuellement. Et ici, la même chose pour, avec l'arc, donc les capacités de tir, combat à distance, la force au centre et la portée un petit peu en dessous. Ici dans le bouclier, la défense, et ici, les points qui sont ici représentent la capacité de commandement, c'est-à-dire le nombre de cartes qu'on retrouve ici de l'unité, avec la même illustration. Autre exemple ici avec une unité que tout le monde connaît, puisqu'il s'agit de Cerbère, le gardien des enfers. Alors, ici, vous avez un nombre de points de vie beaucoup plus important et toutes les caractéristiques. Et donc, pour ces deux cartes, je vais pouvoir vous montrer le principe fondamental du jeu. C'est qu'une unité a autant de cartes que de points de vie. Ici, elle a 2 points de vie au maximum. Donc, il y a 2 cartes, une avec 2, une avec 1. Et vous voyez que les caractéristiques changent. Donc, quand une unité commence à prendre des dégâts, eh bien, elle perd en efficacité de combat ou de mouvement. C'est des variables suivant les unités. Ensuite, ici, pour Cerbère, c'est la même chose, mais vous voyez que là, il y a 8, ce qui veut dire, et oui, qu'il y a bien 8 cartes qui représentent Cerbère. Et donc, au fur et à mesure qu'une unité prend des dégâts sur Cerbère, on va bien le voir, on garde la pile dans l'ordre, et au fur et à mesure que l'unité prend des dégâts, on glisse dessous les cartes des points de vie qui ont été dépensés pour n'indiquer que la carte de son niveau actuel, et donc avec ses caractéristiques propres. Enfin, donc les cartes qui sont là, dont on retrouve la quantité ici, donc il y a 3 cartes en ce qui concerne Cerbère, le système de commandement et d'activation des cartes fonctionne de la manière suivante. C'est très simple. Une fois que vous avez constitué votre armée, vous mettez toutes les cartes qui lui correspondent face à vous, et vous constituez un deck avec toutes les cartes de mouvement de toutes les unités que vous avez choisies, ainsi que des cartes qui s'appellent des cartes art de la guerre, et qui permettent de faire des choses différentes, des effets spéciaux, d'aller piocher des cartes ensuite pendant la partie.
Et enfin, donc, une fois que vous avez constitué la pioche, vous piochez des cartes, et à chaque tour, vous en piochez 3 nouvelles. Et à chaque fois que vous voulez activer une unité, eh bien, vous êtes obligé d'activer l'unité, d'avoir une carte, pardon, de l'unité que vous souhaitez activer. Donc vous êtes limité par les cartes que vous avez en main dans le choix des unités que vous êtes en mesure d'activer. Une fois que vous avez utilisé toutes les cartes d'une unité, eh bien, jusqu'à ce que la pioche soit renouvelée, puisque quand elle est épuisée, on la renouvelle, eh bien, la personne, enfin le joueur devra attendre, et cette unité sera immobile, entre guillemets, sur le champ de bataille. Donc c'est ainsi que le jeu fonctionne pour ce qui est du commandement et de l'activation. Normalement, on active une unité à son tour, et si on a des cartes art de la guerre, on peut en dépenser pour en activer d'autres derrière, mais on ne va jamais réussir à en activer peut-être plus de 3 dans un tour, parce que ça demande vraiment beaucoup de cartes, puisqu'il faut avoir une carte, puis 2, puis 3 à chaque fois à dépenser, donc ça fait vraiment beaucoup. Donc maintenant je vais vous montrer comment fonctionne le système de dés, et puis là vous aurez vu à peu près comment fonctionne le jeu. Alors nous revoilà pour voir comment fonctionne le combat, qui est assez simple. Donc je vous explique tout simplement. Il suffit pour activer, donc ici dans ce cas-là, Cerbère, d'avoir une carte de manœuvre Cerbère dans sa main, et donc de la jouer. Quand vous jouez cette carte, vous avez la possibilité de déplacer l'unité ici. Donc là, puisque ce serait hypothétiquement pour combattre, on pourrait la déplacer de 2 cases dans tous les sens, orthogonalement et en diagonale. Ensuite, on regarde la capacité de combat, ici on va dire que c'est du combat au corps à corps, 6, et on regarde la cible qui a dans le bouclier 4 en défense. Et donc le système de jeu est très simple, il suffit de lancer autant de dés que l'attaque, et chaque résultat de dés supérieur à la défense, ou égal, comptera comme un succès, et chaque succès fera un point de dégâts, donc fera défausser une des cartes de la pile de l'unité. Donc ici, très simple, je fais 6, puisque c'est la capacité de combat de Cerbère, donc je prends 6 dés, j'utilise la boîte comme piste, et je jette les dés et je regarde ce qui se passe. Alors ici, j'ai 2 succès, puisque la limite de défense étant de 4, il faut que je fasse 4 ou plus. Donc ça fonctionne exactement, pour ceux qui connaissent le jeu de rôle Vampire, le système du monde des ténèbres. De la même manière, vous avez un pool de dés, et puis vous regardez quels sont les dés qui sont supérieurs à la difficulté. Ici c'est la défense, et ensuite chaque succès fait un point de dégâts. Alors donc là j'ai 2 résultats. Comme l'unité a 2 points de vie en haut, dans le rouge, eh bien ça suffira à la détruire. La subtilité donc qu'on va voir, c'est qu'on peut aussi rajouter des dégâts en changeant les autres dés éventuellement, puisque chaque dé qu'on décide de défausser, d'écarter, peut faire un +1 sur un autre dé. Donc là, si je prends 2 dés là et que je les écarte, je peux rajouter 2 pour faire un 4 avec ce dé là. Ce qui ferait 3 en tout. Voilà, donc c'est très simple. Ça, là, pour cette unité-là, c'est pas suffisant, mais on a cette possibilité de ressortir des dés du pool pour donner +1 à un autre dé. Alors c'est un gros avantage parce que, comme vous le voyez ici, la défense de Cerbère est de 7. Donc vous allez me dire, comment avec des dés qui font 5 au maximum, on peut faire des résultats supérieurs? Eh bien, en fait, c'est parce que les dés sont sans limite, ce sont des dés ouverts. Tout dé qui fait 5 a la possibilité d'être relancé et de voir le résultat du relancement, enfin de la relance être ajouté au résultat initial. Et éventuellement, si c'est à nouveau un 5, d'être ajouté encore jusqu'à ce que la chaîne se termine. Alors en combinant l'effet de rajouter des dés
en écartant un dé, de rajouter 1 à un autre dé, on peut obtenir des effets assez puissants, puisque imaginons que je fasse 1-5 contre Cerbère, par exemple, que je fasse 1-5, 1-4, et puis 2-2, par exemple, une unité qui aurait 4 en attaque. Eh bien, pour l'instant, c'est un échec pour attaquer Cerbère, puisqu'il a 7. Il faut faire 7 ou plus. Donc ce que je fais, c'est que je considère que le 5, ici, je vais le relancer, et qu'ensuite, je défausse 1-2 pour transformer le 4 en un autre 5 que je vais relancer à son tour, et le deuxième 2 ne suffira pas à booster quoi que ce soit, donc je le garde. Et donc je relancerai les 2 dés qui me restent, qui font déjà 5, donc l'un d'entre eux ferait 6, et l'autre 8. Et donc j'obtiendrai un dégât, puisqu'il a 7 en défense. Je retirerai une carte à Cerbère. Voilà comment fonctionne le système. Système avec une poule de dés et puis une difficulté fixée par la défense, et ensuite la possibilité de relancer des dés et de manipuler un petit peu le résultat final en les combinant. Rebonjour. Maintenant que nous avons vu un petit peu comment le jeu fonctionnait, pas tout expliqué, mais vous avez une bonne vision d'ensemble de la façon dont le moteur tourne avec les dés et les cartes. Je vais vous donner mon opinion sur le jeu. Alors je trouve que Mythic Battle est vraiment un jeu agréable. La façon de jouer avec les cartes, puis le système de combat avec les dés rend le combat assez vivant. Il y a beaucoup de pouvoir. Ce qui peut être intimidant au départ, mais c'est le lot de tous ces jeux où il y a énormément de pouvoir qu'il faut apprendre un par un et les associer aux unités qui les possèdent, de façon à pouvoir les utiliser au mieux. Donc ça, c'est effectivement une difficulté qu'on peut rencontrer. En revanche, la campagne avec la progression dans l'apprentissage des règles est vraiment bien faite, et donc ça permet de limiter justement ce côté beaucoup de pouvoir qui peut donner le vertige au départ, même si c'est pas non plus une quantité formidable, étant donné que le jeu est quand même présenté pour des joueurs à partir de 14 ans. S'ils n'ont pas l'habitude de ce genre de jeu, ça peut sembler beaucoup au départ. Donc il y a quand même une façon de jouer. Alors comme tous ces jeux pour lesquels il y a énormément de pouvoir à nouveau, il faut s'investir un minimum dans le jeu pour pouvoir les connaître et les maîtriser. Ce qui fait que c'est pas forcément un jeu qu'on va sortir une fois tous les 2 mois. Autant faire la campagne et puis faire quelques parties après pour être bien imprégné de l'ensemble avant de pouvoir le ranger et puis faire autre chose. Un autre point qui m'a plu, c'est le thème. C'est un thème qui est quasiment inutilisé dans le jeu. Souvent, je parle de celui de l'antiquité mythologique. Souvent, c'est de l'heroic fantasy qui elle-même est largement inspirée de cette mythologie, mais qui fait abstraction de la réalité de cette mythologie. Là, le jeu assume complètement ce côté mythologique et c'est assez plaisant, surtout que ça peut ouvrir la voie étant donné que on comprend bien qu'avec le système d'armes à points, le jeu est ouvert aux extensions potentielles s'il a du succès, et donc on peut imaginer d'avoir des Égyptiens, d'avoir d'autres factions dans la Grèce, d'avoir les Perses pour faire des pseudo affrontements type guerre médique. On peut avoir des Romains, on peut avoir des Celtes. Enfin, l'Antiquité est très très vaste à cette période, et puis si on tord un petit peu l'histoire, on peut faire des anachronismes, mais rester avec des choses comme ça qui sont très variées. Et ça, c'est vraiment un point assez bien. Il y a un petit bémol, c'est un problème que je trouve être au niveau de l'ergonomie du jeu, des cartes. Et donc, pour illustrer ça, j'ai fait une petite vidéo pour vraiment vous montrer ce dont je veux parler. Et ensuite, ça vous permettra, puisque vous aurez les cartes en main, si j'ose dire, de pouvoir décider si c'est quelque chose qui est vraiment handicapant à vos yeux ou pas, suite à cette petite vidéo. Donc on se retrouve après pour que je continue à vous présenter mon opinion sur le jeu. À tout à l'heure. Alors je reviens ici pour vous montrer ce qui est à mon avis le petit souci principal du jeu, qui est un souci d'ergonomie. Donc vous voyez ici, j'ai aligné des unités infernales contre des unités
d'Athéna. Le problème, c'est que, étant donné qu'il n'y a aucune différence au niveau des pions de couleur ou d'icônes, il est assez délicat de les reconnaître et donc de savoir quels sont les différents pouvoirs qu'elles peuvent avoir. Vous voyez ici, vous avez des unités qui se ressemblent beaucoup, alors qu'en fait, en termes de jeu, le pion se ressemble beaucoup, mais en termes de jeu, elles sont différentes. Vous en avez 3 là qui se ressemblent beaucoup. En plus, c'est assez difficile de voir les lignes de combat, puisque on ne sait pas forcément qui est avec qui. Ici, c'est très clair parce que je les ai alignés, mais quand vous êtes en pleine mêlée, c'est pas toujours facile. Moi, j'aurais apprécié que l'anneau qui se trouve autour de chaque unité soit de couleurs différentes. Comme ça, visuellement, on savait déjà au moins à quelle faction appartient chaque pion. Et ça me semble intéressant. Et on aurait peut-être pu avoir une différenciation un petit peu plus nette avec une icône ou une lettre entre les différentes unités quand elles se ressemblent comme ça. Vous voyez, la tête est la même et c'est un petit peu difficile de les voir. Même au niveau des cartes, regardez ici, on reprend toujours 2 unités. Voilà, vous avez 2 unités qui sont assez différentes. Il y en a une qui n'a pas du tout de combat à distance. Eh bien, visuellement, elles se ressemblent beaucoup sur la carte. Elles sont peut-être pas assez détaillées. Voilà. On peut aussi regretter que les chiffres sont relativement petits et les informations de combat sont assez peu contrastées par rapport au reste de la carte. Donc, petit problème de lisibilité. Si vous jouez dans des endroits qui ne sont pas forcément bien éclairés, vous n'aurez pas forcément une bonne vision du champ de bataille et de quelle unité est à quel endroit et quelles sont les capacités offertes par cette unité. Alors voilà, maintenant vous avez vu un petit peu ce que je pouvais reprocher à l'ergonomie du jeu. C'est pas un problème énorme, hein, ça ne rend pas le jeu inutilisable, ça le rend juste un petit peu plus difficile à lire sur la carte, donc le temps d'apprendre à tout reconnaître, ça peut poser un problème. Ça aurait pu être évité probablement par l'utilisation de stand-up, c'est-à-dire de petites figurines en carton avec des socles de couleurs différentes. Également, ça aurait donné un petit peu plus de crédit au cousinage avec les jeux d'escarmouches avec figurines. Donc c'est peut-être une piste pour faire des extensions ultérieures. Mais en tout cas, ça n'est pas un problème vraiment important du jeu. On peut regretter aussi qu'il y ait un manque de scénario officiel sur le site de l'éditeur. Et puis il faut aussi dire qu'il y a une aide de jeu sur ce site qui n'est pas dans la boîte. Elle aurait été bien pratique dans la boîte. En tout ça, ce sont des petits problèmes. Ça n'est vraiment pas un problème. Le jeu est très très agréable à jouer, très dynamique, puisque en fait, comme on active alternativement 1 à 2 unités à chaque fois, il n'y a pas vraiment, enfin le jeu tourne très très vite. Il y a aussi des systèmes de combat très bien foutus, il faut dire, puisque c'est le système qui permet de contre-attaquer, de harceler ou de défendre des unités, qui donne vraiment une souplesse tactique assez importante au jeu, alors que les règles elles-mêmes sont vraiment très simples. Vous avez vu quasiment tout ce qu'il y avait à avoir de difficile dans le jeu. Donc c'est vraiment un bon jeu avec un bon thème, original, et puis qui donne vraiment envie. Allez, à la prochaine fois, et puis amusez-vous bien, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt, au revoir.